Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français. Aujourd'hui, je vous propose de lire, ou du moins de commencer à lire un livre écrit au 19e siècle et qui traite de l'escrime et des escrimeurs. Un thème assez large mais qui, je pense, peut nous apporter beaucoup de réponses au sujet de certaines questions que l'on peut se poser ou de mystères qui peuvent planer encore. Alors c'est sûr que tout ce qui sera écrit dans le livre, il ne faudra pas le prendre comme vérité d'évangile, loin de là. Mais il y aura en tout cas, je pense, des pistes à suivre. Alors pour ma part, je n'ai lu que des bribes, par rapport notamment à l'émission sur le bâton d'armes. Là, on va le lire en entier, ensemble, et je vais commenter au fur et à mesure. Et ce, sur plusieurs vidéos, parce que le livre est assez long. Donc on va dire que là, on part sur un voyage au long cours. Maintenant, il est temps d'ouvrir la couverture et de voir qu'est-ce qui se passe dans ces pages. C'est parti. Alors pour commencer, nous avons une belle gravure en pleine page, l'escrime à travers les âges, où il y aura même, on peut lire une espèce de devise, ne me tire pas sans raison d'honneur et ne me rentre pas sans honneur. On peut dire, c'est ce que pourrait dire une épée à son porteur. L'auteur s'appelle Adolphe Corté et la préface sera de Henri de Goudorville. Et ce bouquin a été édité en 1898. Alors l'auteur a écrit plusieurs ouvrages, Le fleuret et l'épée, études, français et prussien, arme blanche et arme à feu, petit traité d'escrime à la baïonnette, encore un rapport au sujet de la transformation de l'épée de combat. Je pense que si je peux les trouver, peut-être qu'on les lira ensemble eux aussi. Ce livre est dédié à la Société d'encouragement de l'escrime et à son très distingué président, Henri de Villeneuve. Alors il y a un petit texte de La Bossière, je vais vous le lire. Il est utile aussi comme maître d'armes fréquente des artistes en tout genre. En augmentant par là ses connaissances, il se convaincra de plus en plus que les arts reposent tous sur les mêmes principes et qu'ils ont, si j'ose m'exprimer ainsi, un degré de parenté entre eux. Intéressant, il faudra peut-être voir pour lire. Là aussi, ce traité de l'art des armes. Allez, rentrons un petit peu plus dans le vif. Il est probable que personne avant M. Ernest Moullier n'avait encore eu l'idée de présenter l'escrime ancienne sous la forme de tableaux vivants. Il y a quelques années, il avait chargé son ami M. Corté de faire les recherches nécessaires, de rassembler les matériaux et de créer les jeux. Et ce fut sous la direction de celui-ci, aidé par messieurs Vavasseur et Roulès, qu'eut lieu la représentation de l'assaut historique dans le cirque aujourd'hui détruit de la rue de Bénouville. L'étude ci-après est à la fois le résumé des travaux préliminaires nécessités par cette représentation et la reproduction vivante et colorée des tableaux représentés. En 1894 d'abord, en 1895 ensuite, la Société d'encouragement, dont le président M. de Villeneuve est toujours à l'affût des choses qui intéressent les armes, reprit l'idée d'une séance d'escrime historique. C'est amusant, mais on parle déjà d'escrime historique. Un siècle avant le principe d'AMHE. En fait, au final, on n'invente rien. Et ce travail, qui était le résultat du premier assaut, servit de base aux deux derniers, dont l'un, donné au Grand Hôtel et l'autre au Cirque d'été, obtinrent un succès immense. Il faut ajouter qu'une vingtaine de tireurs consommés et amateurs du bel art des armes se dévouèrent tout entier à l'entreprise. Ils en furent récompensés par les applaudissements de la foule et aussi par l'empressement que l'on montra partout à reproduire ces assauts historiques, et en Belgique, et en Angleterre, et en Suisse, et en province. Du reste, dans le monde des armes, on n'a pas oublié les acteurs de ces joutes de l'épée qui avaient été réglés comme de véritables drames, et les noms de messieurs de Saint-Chéron, Andrieux, Bruno de Laborie, Comte d'Oyley, Jean-Joseph Reynaud, L'Écuyer, Botté, Weber Alouin, Georges Bureau, Salus, Demurat, Comte Gaillardini, Léon Tissier, Lustgarten, Sulzbacher, Moreau, Dalmont, Lucien Leclerc, Gabriel et Madame Gabriel sont entièrement restés dans la mémoire de la plupart des spectateurs. Mais l'étude publiée n'aura pas seulement pour résultat de rappeler le souvenir de ces belles soirées, elle pourrait être utile à l'amateur autant qu'au professeur. Un résumé de l'escrime dans le passé, à travers les âges, qui porta non seulement des tableaux pris sur le vif des choses même que doublerait un aperçu historique sur les armes et la façon de combattre, était, je crois, un travail à tenter. Monsieur Corté, dont je m'honore d'être l'ami, avait, de sa plume alerte, écrit déjà l'histoire de l'épée, qui fait immédiatement suite à cette introduction. J'avoue que son magnifique travail pouvait se passer de ma modeste collaboration, mais, obstiné comme il convient à un homme de raison, je dus céder et accepter la tâche, bien douce et bien agréable, de donner une tête au sujet déjà traité.
Ce qui veut dire qu'à la toile peinte par l'aîné, le jeune devait y faire un cadre selon ses vues, ses connaissances en armes. Et j'ai accepté pensant que c'était servir les armes que d'en propager le goût par l'étude. Le maître d'armes étudie si peu aujourd'hui, la profession est tant connue, le régiment lâche tant de prévôts ou maîtres illettrés, inaptes souvent à toute conception, que j'en suis à me demander si l'escrime durera, se perpétuera, ainsi que les autres arts. Dans le choix d'un apprenti maître d'armes, il faudrait, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, rechercher d'autres qualités qu'une parfaite agilité. On a tant de fois prouvé qu'une machine plus ou moins bien construite n'était dangereuse que pour l'homme qui n'en connaissait pas l'usage, que je croirais abuser de mes lecteurs à dépeindre un tireur supérieurement souple, mais absolument privé de raison, s'exprimant comme un être pensant, sachant combiner et mesurer le temps, il est hors de doute que ce dernier l'emporterait. Et c'est pour toutes ces raisons ayant trait à l'enseignement des armes, au pourquoi de ceci et de cela, que j'estime qu'une étude succincte de l'arme, suivie d'une rapide historique des coups employés par les anciens, ne passera pas inaperçue de l'homme d'armes, amateur ou professeur. Henri de Goudonville. Quelle entrée en matière assez plaisante à lire. Maintenant nous passons au texte en lui-même. L'escrime à travers les âges. L'escrime, si l'on prend le mot d'une façon très générale, date du jour où deux hommes se sont disputés quelque chose, la belle Hélène ou un plat de lentilles. Les ongles, les dents, les pieds, les poings, la tête furent assurément les premières armes. Certains rôdeurs de barrières de nos villes modernes procèdent encore comme l'homme primitif. Les pierres, les bâtons, les massues ne viennent que plus tard. Ils sont déjà l'indice d'une certaine civilisation. Et le philosophe pourrait juger la société bien plus sûrement d'après la manière dont elle se bat que d'après la façon dont elle s'habille. Le casse-tête est, sur ce point, plus instructif que la culotte. À l'égard de l'escrime de l'épée en particulier, bien que l'arme soit déjà ancienne, l'art de s'en servir est presque aussi récent que la science du piano. Les preux chevaliers ne connaissent pas plus l'un que l'autre. L'épée était pour eux uniquement un instrument un peu plus maniable que la lance, mais voilà tout. Au point de vue de la défense, ils se contentaient de se blinder comme des navires à l'éperon, plus semblables à la tortue marine qu'au lion du désert. Il ne s'agissait pour eux que d'être capables de recevoir des coups qui ne fissent pas trop de mal. Et le plus grand guerrier était celui sur lequel on pouvait frapper sans résultat le plus fort et le plus longtemps. Alors je pense qu'il est un peu trop réducteur quand même à ce niveau-là, au niveau de l'escrime, de ce qui se faisait au Moyen-Âge. Et oui, je pense qu'il est un peu léger. En définitive, son adresse ne valait pas celle de son armurier. Sa vaillance était affaire de bonne fabrication, et il se revêtait de son courage comme d'une chemise. Il faut ajouter que c'était déjà d'Allemagne que venait cette sorte de courage qui se portait sur le dos, car le complet de mailles rembourré a été probablement revêtu pour la première fois par les Normands. Voilà, maintenant on le sait que non, hein, c'est les Celtes, ce sont les Celtes qui, de mémoire, ont inventé la lorica amata, de son nom latin. Aussi, Walter Scott, dans le Connétable de Chester, nous montre les chevaliers de cette nation raillée par les fantassins gallois qui, revêtus d'une simple blouse de toile, combattaient ainsi des adversaires couverts d'une carapace d'acier. Il faut avouer que cette carapace rendait quelquefois de bons services. À Bouvines, Philippe Auguste lui dut son salut. Jeté bas de son cheval, piétiné et transformé lui-même en champ de bataille, comme Sancho dans l'île de Barataria, il s'en tira sans égratignure. Mais à Saint-Patch, elle jouait un bien vilain tour au duc d'Autriche et à ses barons. Après le combat, quelques centaines d'entre eux furent ramassés par les Suisses, leurs vainqueurs. Ils n'avaient aucun mal, à cela près qu'ils étaient morts. Renversés sur le dos, ne pouvant se relever, et restés ainsi en plein soleil d'été, ils avaient péri étouffés comme de gros hannetons. Bon, ça a l'air d'être faux aussi. Maintenant, les expériences ont prouvé qu'avec une armure, hormis armure de tournoi, mais avec une armure de guerre, on peut tomber et se relever facilement. Entre parenthèses, ces aventures permettent de supposer que ces héros si prudents étaient moins forts que la légende ne le dit et que le bon bourgeois ne le croit. Si l'on en juge par les armures exposées au musée d'artillerie, nos épaules de simples gymnastes sont autrement puissantes que ne l'étaient celles de ces prétendus colosses. Il faut ajouter que les Suisses de cette époque, comme les Gallois, comme les Écossais des Highlands, autres montagnards, comme les anciens Gaulois, leurs aïeux et les nôtres combattaient la poitrine découverte. Et là aussi, c'est un gros poncif qui maintenant a été démonté littéralement. Hein. Non, ils se battaient pas à poil, du moins, en tout cas pas tous. Il y avait de très belles armures, notamment portées par les Celtes qui vivaient dans la zone géographique de France.
La chevalerie n'était peut-être pas du côté des chevaliers. Quoi qu'il en soit, le premier canon vint changer tout cela. Entre boulet et cuirasse, la partie n'était pas égale. Et les gendarmes, déjà battus de près par les fantassins vêtus à la légère, tués maintenant de loin par les fantassins munis d'arquebuses, renoncent à la qualité d'enclume vulnérable et déposent leurs ferrailles désormais inutiles. D'une part, l'infanterie reprend sa prépondérance, perdue depuis les beaux temps de Rome. De l'autre, les combats singuliers suivent la mode des batailles rangées. Les adversaires à pied commencent à se défendre avec l'arme d'attaque, et l'escrime prend naissance, de façon que jusqu'à un certain point, on pourrait dire que c'est le fusil qui a fait l'épée. Il nous semble aujourd'hui tout naturel de nous défendre avec l'arme même qui nous sert à attaquer. Cependant, cette idée, qui nous paraît si simple, a mis plusieurs siècles à germer dans nos cerveaux. On n'en a guère eu d'abord que l'intuition. C'est le moment de parler d'une arme curieuse, gigantesque et terrible, qui apparaît tout à coup, joue un rôle considérable si l'on en croit les premiers ouvrages d'escrime, puis disparaît comme elle est venue, sans laisser de traces. Il s'agit de l'épée à deux mains. Ce n'est cependant pas l'épée elle-même qui est inconnue. On en voit au contraire de beaux spécimens au musée d'artillerie, dans presque tous les arsenaux et chez beaucoup d'antiquaires. Ce que l'on paraît entièrement ignorer, c'est qu'il existait un art de s'en servir. Aussi, à la première séance de M. Mollier, l'assaut qui eut lieu entre M. Jean Nounet et Boudin, et qui avait été réglé par M. Vavasseur, un amateur également, produisit une sorte d'effarement chez les spectateurs. Supposons qu'un dompteur quelconque, Bidel ou Peson, s'avise d'exhiber dans sa ménagerie un mégatherium ou un ichthyosaurus vivant et leur fasse faire des exercices variés. L'effet serait à peu près semblable. En réalité, d'où vient ce mastodonte de l'escrime? Les Grecs, les Romains, les Cantabres et plus tard les Francs, en fait d'épée, n'avaient que de forts couteaux. En revanche, on croit savoir que certaines peuplades de la Gaule se servaient de longs glaives, qu'ils étaient, paraît-il, forcés de manier à deux mains. Si ce renseignement est exact, il semblerait démontrer par les montagnards du centre de la Suisse et les Écossais des Highlands une origine commune. Car c'est chez ces deux peuples, cependant très éloignés l'un de l'autre, que l'on trouve à une époque relativement récente l'emploi le plus fréquent du grand espadon. Et celui-ci serait la dernière trace soigneusement conservée chez ces montagnards, de l'arme avec laquelle nos ancêtres, les Gaulois, et après avoir franchi les Alpes ou traversé l'Europe, bâtirent les légions romaines en Italie et taillèrent en pièces la phalange macédonienne à Delphes. Il faut ajouter que les Suisses et les Écossais n'ont pas le monopole exclusif de l'épée à deux mains. Le glaive de Jacques le Conquérant, conservé au musée de Madrid, en est une preuve. Rabelais fait mention d'une épée de ce genre, et Froissart cite un chevalier anglais qui s'en servait à la guerre, à peu près à l'époque de Du Guesclin. Ce qu'il y a de certain, c'est que, dès l'abord, l'escrime de cette arme est aussi complète que l'arme elle-même est savamment conçue. Que la lame en soit plate, ou à gouttière, ou avec arête, ou dentelée, ou en flamme, à bout aigu ou arrondi, et plus large qu'à la base, rien n'est donné au hasard. Et tandis que la poignée de l'épée ordinaire n'est guère encore qu'une simple croix, celle de la grande épée est munie de défenses qui, non seulement protègent les mains, mais permettent à la personne d'agir utilement dans un corps à corps peu probable, mais possible. Les auteurs qui s'occupent spécialement de l'épée à deux mains, ou du moins en parlent, sont une demi-douzaine. C'est en 1529, Lepkommer, un Allemand, et c'est en 1536, Marozzo, un Italien. C'est l'écrivain anonyme auquel on doit le Joueur d'épée, publié à Anvers. C'est Thibaut, c'est Alfieri. Ce dernier, on le croirait à peine, est contemporain de Molière, et son traité parut à peu près au moment où le bourgeois gentilhomme a été joué. Il est probable cependant que Hollandais, Allemands ou Italiens devaient l'importation de l'espadon aux Suisses, qui avaient, après avoir battu les Autrichiens sur le territoire helvétique, les Allemands en Souabe combattaient les Bourguignons dans le pays de Vaud, les Français et les Espagnols en Italie. Il n'est pas douteux que, jusqu'aux guerres de Bourgogne, c'est-à-dire de la bataille de Morgarten, à celle de Saint-Jacques, ce fut pour les Suisses la principale arme, avec la hallebarde et la Morgenstern, sorte de massue terminée par une pointe et hérissée d'autres pointes dans sa partie supérieure, toutes trois de longueur à peu près égale, environ 2 mètres. Mais à partir de ce moment, les troupes confédérées, pour la majeure partie du moins, adoptèrent la grande pique, et si l'on en croit les règlements et les gravures publiés dans l'ouvrage de messieurs Noirmont et de Marbot, les costumes militaires de France, ce furent les lansquenets,
imitateurs et concurrents des Suisses qui héritèrent de la grande épée. Au point de vue de l'escrime, il est regrettable de ne point mentionner aucun duel authentique à l'espadon. Cependant, Walter Scott, dont les romans sont de l'histoire, pour faire compensation à tant d'histoires qui sont des romans, Walter Scott, disons-nous, décrit dans La jolie fille de Perthes et d'après une chronique du XIVe siècle, une sorte de rencontre judiciaire plus émouvante à elle seule que tous les duels de Bussy, de Chicot et d'Artagnan réunis. Il s'agit de deux clans rivaux et ennemis irréconciliables qui obtiennent du roi d'Écosse la permission de vider leur querelle à sa présence et les armes à la main. Au jour désigné, 30 champions se présentent pour chaque partie, le poignard au côté et la grande clé mort dans les mains. Au signal donné par le roi qui préside la cérémonie, entouré des seigneurs de la cour et du peuple de la ville de Perthes, les champions des deux clans se rangent sur 3 lignes, chaque homme à quelques pas de son voisin, pour permettre à tous le maniement de leurs armes. À un second signal, ils se précipitent les uns sur les autres, excités par le bruit des trompettes et la clé mort en arrêt. Les coups portés, avec ces armes colossales, sont si terribles qu'au bout de quelques minutes de mêlée, le terrain est déjà couvert de sang, de blessés et de cadavres. Plusieurs y ont été décapités. Il y a des têtes fendues jusqu'aux épaules, aux 3/4 détachées de la poitrine. Quelques combattants, dont une main est tombée, séparés du poignet comme par le tranchant d'une faux, tentent un suprême effort pour se servir de leur poignard. Les deux troupes sont diminuées de moitié. Elles se séparent d'un commun accord pour reprendre haleine. Puis, les survivants se jettent à nouveau les uns sur les autres, les blessés aussi, tous ceux qui possèdent encore assez de force pour demeurer debout. Enfin, d'un côté, il ne reste plus que 5 ou 6 combattants, tous blessés, ruisselant de sang. De l'autre, un seul, le chef, mais il est sans blessure. Il essaie de se défendre, encore en isolant ses adversaires, comme l'Horace de Corneille, mais acculé à la rivière qui coule à 2 pas, entouré de toutes parts, sa clé mort brisée et ne voulant pas se rendre, ne pouvant plus lutter, il fait un dernier bond et se précipite dans le courant où il disparaît au cri du peuple et des vainqueurs, incapables de le poursuivre. Ainsi finit ce combat renouvelé de celui des Romains contre les Albins. Seulement, il faut avouer qu'au prix de la chronique contée par le romancier, la pièce de Corneille semble avoir été écrite par un pensionnat de demoiselles et que le suprême tragique n'est pas du côté de la tragédie. Laissant de côté l'histoire et le drame, les récits et les inventions, revenons à l'escrime. Pour l'étude de l'épée à 2 mains, c'est surtout à Marozzo qu'il faut recourir. Il est à cet égard le plus complet des auteurs de l'époque, sinon tout à fait le plus ancien. Dans son remarquable ouvrage Opera Nova, en 1536, l'escrime de la Spadone prend environ le tiers du livre comme gravure. Les 2 autres tiers sont consacrés à l'étude de l'épée et du bouclier, de l'épée et du poignard, de l'épée et du manteau, au maniement de la pique, de la hallebarde, de la pertusane et du poignard seul. L'épée seule, comme dira Saint-Didier plus tard, y tient relativement peu de place et elle ne fournit qu'une escrime très primitive, réduite à une garde très haute, à une garde moyenne et à une garde basse, à peu près notre prime, notre seconde et notre tierce d'aujourd'hui. L'escrime de l'épée à 2 mains y paraît, au contraire, d'élabore, complète, ainsi que nous l'avons déjà dit. La position normale est à peu près celle du grand bâton actuel, c'est-à-dire le pied droit en avant, la poignée de l'arme près de la hanche, la main gauche touchant le pommeau, la main droite rapprochée des hanches et la pointe de l'arme à la hauteur de l'œil. Seulement, les bras sont presque toujours tendus. Nous les ployons aujourd'hui davantage. Cette tension du bras caractérise du reste toute l'escrime italienne dès les commencements jusqu'à nos jours. Les parades sont très variées. On pourrait même, dans un certain cas, leur reprocher trop de raffinement et un contorsionnisme inutile. Ainsi, la Guardia di Croce, la Guardia di Beccia Cesa, la Guardia di Beccia Passa. L'ensemble de ces parades est destiné à garantir la tête, les flancs, les jambes. Comme avec le grand bâton. Tout le corps est facilement couvert, et il est même plus facilement avec la grande épée grâce aux immenses branches qui donnent à l'arme la forme d'une croix, et protègent par le seul fait de leur dimension les mains et les bras du tireur et par un très léger mouvement son buste et sa figure. Il va sans dire que, si les parades de l'épée sont déjà plus faciles que celles du bâton, les coups de l'une auront encore plus de rapidité que les coups de l'autre, malgré la plus grande légèreté de ce dernier. C'est le sabre vis-à-vis de la canne. Ce que l'on ne saurait trop remarquer, c'est, à une époque relativement primitive, la supériorité de cette escrime sur les autres.
Tandis que la petite épée ne sert qu'à attaquer, la grande sert à l'attaque et à la défense tour à tour. Tandis que dans le jeu de celle-là, la parade se fait avec tout ce que l'on voudra, excepté avec l'arme elle-même, avec la main gauche, avec le poignard, avec le manteau, avec le bouclier, avec des sauts, des passes, des vols, des effacements, des évitements dans tous les sens. La grande épée part par elle-même. Et si nous voulions ramener à la terminologie moderne les parades des auteurs anciens, nous trouverions toutes celles que nous employons aujourd'hui, depuis la prime jusqu'à l'octave. Dans l'ouvrage d'Alfieri, La Spadone, publié en 1653, nous rencontrons même le coup lancé comme notre escrime à la baïonnette. On jugera donc que l'épée, telle qu'on la voit dans nos musées, n'est pas rien qu'un monument de la taille et de la force de nos ancêtres. Il serait du reste grand temps de faire table rase de cette légende bourgeoise. Précisément, à propos de l'épée à deux mains, voyons un peu ce qu'il a porté, Machiavel, contemporain des batailles de Novare, de Marignan et de Pavie, parlait des troupes suisses. Et après avoir, dans son Prince, rendu justice à leur courage, à leur discipline, à leur supériorité sur toutes les autres infanteries, il ajoute qu'elles étaient composées d'hommes petits, sales et laids. Selon une chronique citée par messieurs Noirmont et de Marbeau, dans les costumes militaires de France, c'étaient des gens robustes et trapus. Trapus chez le chroniqueur, petits chez l'historien. On voit donc que si l'arme est gigantesque, ceux qui s'en servent n'étaient rien moins que des géants. Quoi qu'il en soit, et malgré le rôle qu'elle ait pu jouer à un moment donné, nous devons avouer que l'épée à deux mains n'est pas plus l'arme du passé que celle de l'avenir, c'est une arme d'exception. Voilà, nous venons de lire les 2 premiers chapitres, j'espère que cela vous a plu. Nous lirons la prochaine fois le chapitre 3 et peut-être le 4, ça dépend le temps que ça prendra. En attendant, amusez-vous bien, entraînez-vous bien, et à la prochaine!